Bonjour à tous. Robe sur robe ne vaut. Voilà comment un grand nombre d'avocats accueillirent la prestation de la première femme à avoir plaidé. Ces railleries traduisaient les réticences des hommes de voir des représentantes du sexe dit faible accéder à des fonctions qui leur étaient jusqu'alors exclusivement réservées. Nous étions à la fin du 19e siècle et la partie n'était pas gagnée pour les candidates à vouloir prêter serment. Jeanne Chauvin, la pionnière dont nous allons évoquer la vie, a dû batailler ferme avant de pouvoir accéder au barreau, 3 ans après avoir essuyé un humiliant refus, alors qu'elle était pourtant munie de tous les diplômes nécessaires. Un combat que va nous raconter notre invité, Michel Dassas. Michel Dassas, bonjour. Bonjour Guillaume. Je vous avais reçu l'année dernière pour un ouvrage sur Augustine de Tuileries, qui était l'auteur du célèbre Le Tour de France par 2 enfants. Et aujourd'hui, c'est pour évoquer également une autre femme, donc Jeanne Chauvin, qui fut la première femme avocate à avoir plaidé en France au tout début du XXe siècle, la pionnière des avocates, comme vous l'appelez. Alors je précise que ce livre, paru aux éditions Ramsay, est une réédition enrichie de Femmes de robe, qui était parue en 2018. Voilà, il y a 6 ans. Cette fois-ci, donc effectivement, j'ai rajouté quelques épisodes complètement inconnus, puisque on commence maintenant à découvrir Jeanne Chauvin. Les quelques affaires qu'elle a plaidées aussi commencent à être connues, et son nom, parce que j'avais intitulé le premier ouvrage Femme de robe, puisqu'il y a des hommes de robe, et elle était la première femme de robe. Maintenant, comme son nom commence à être connu, autant lui donner vraiment son nom, Jeanne Chauvin. Alors avant d'aborder sa vie, qui est parallèle, vraiment à la condition féminine, qui est représentative de la condition féminine fin 19e, début 20e, pour une certaine bourgeoisie, il faut le dire. Je voudrais savoir si la France était en retard concernant l'accès à la profession d'avocat pour les femmes. Alors, pas vraiment en retard en Europe, mais par contre par rapport à l'Amérique, bien sûr, puisque à l'époque où Jeanne va donc soutenir son doctorat, sa thèse, il y a déjà 400 avocates en Amérique, dont 13 qui sont à la Cour suprême. Donc ça prouve vraiment que les États-Unis sont bien sûr très très en avance sur nous, et c'est un modèle. Donc chaque pays va ensuite suivre. En Italie, il y a une femme qui avait réussi aussi à être avocate, mais ça a été annulé quelque temps plus tard. Donc en Belgique, Marie Popelin aussi avait échoué, donc elle est vraiment une pionnière là. Alors maintenant, vous allez nous en dire un peu plus sur Jeanne Chauvin. Alors, qui est-elle, d'où vient-elle? Alors elle vient de Jargeau, elle est née à Jargeau, donc au bord de la Loire. Son père est notaire à Jargeau. Sa mère est issue d'une famille de la Beauce. Ce sont des bourgeois très cultivés, surtout du côté de sa mère. Il y a même des inventeurs, vous voyez. Donc, alors son père vit à Jargeau, mais bientôt il va acheter une étude à Provins, et en fait elle va surtout vivre son enfance à Provins. Elle est née en quelle année? Elle est née en 1867. Donc elle se lance donc à Provins et elle fait sa scolarité, toute sa scolarité à Provins. Alors oui, elle fait sa scolarité à Provins, puis bien sûr après à Paris, mais elle va être très brillante. Elle a 17 ans quand son père meurt subitement. Elle est promise à faire des études supérieures, parce que sa mère veut absolument que ses enfants soient à égalité, que son fils et sa fille puissent faire les mêmes études. Ça, dans sa famille, c'est comme ça. Donc, même si elle se trouve au niveau financier avec certains problèmes, elle va tout faire pour que sa fille puisse faire des études supérieures. Et Jeanne est très brillante, donc elle va avoir rapidement 2 bacs, sciences et lettres. Elle va faire une licence de philosophie, etc., etc. Et quand le jeune frère, Émile, qui a 8 ans de moins qu'elle, va commencer ses études de droit, eh bien, elle aussi,
elle va aussi commencer des études de droit. Parce que justement, comment se passent ces études véritablement pour une jeune fille qui a 20 ans, donc en 1875 ce sont les mêmes études, les mêmes cursus que les hommes? Oui, elles vont à la faculté, dans les mêmes facultés? Dans les mêmes facultés pour la licence. Elle va obtenir la licence, elle va être... elles sont très peu de femmes. Et pour la licence en droit, enfin pour les études de droit, elle est vraiment toute seule. Et elles sont bien acceptées, bien intégrées? Oui. En fait, mais les autres étudiants sont quand même très gentils avec elle. Elle est très discrète. Elle fait en sorte de ne pas montrer ses bras, de bien se couvrir, etc. Elle est très discrète et donc elle est surtout plongée dans ses livres. D'ailleurs, les autres étudiants se rappelleront qu'elle était là au départ avec sa mère. Sa mère venait jouer un peu le chaperon et sa mère lisait dans le texte les livres de droit en latin. C'est extraordinaire. Oui, vous voyez, voilà, exactement. Donc, elle passe tous ses examens en droit, jusqu'à la licence. Oui. Et ensuite, il faut qu'elle soutienne une thèse. Oui, elle pouvait, de toute façon, être avocate. Enfin, avec la licence. Son frère commencera déjà à plaider avec la licence. Après, il aura bien sûr son doctorat. Mais elle veut aller plus loin. Elle veut devenir doctoresse en droit. Docteur, elle précise qu'elle ne veut pas... Oui, enfin on disait voilà. on disait doctoresse à l'époque. Et donc elle va continuer ses études et elle va commencer quelque chose qui prouve déjà bien l'idée qu'elle a dans la tête. C'est sur les études accessibles, les professions accessibles aux femmes. Donc ça, c'est le sujet de sa thèse? Oui, les professions accessibles aux femmes. C'est en fait une étude historique sur les professions accessibles aux femmes et ça va lui prendre pas mal de temps de faire tout ça. C'est un recueil voilà, et qu'elle va ensuite soutenir. Enfin, elle s'apprête à soutenir quand mon livre débute. C'est la soutenance de thèse. Alors, justement, racontez-nous parce que c'est pas de tout repos cette première soutenance. Mais non, parce qu'on l'attend de pied ferme. Du moins, certains étudiants. Alors, bien sûr, elle avait été très bien accueillie. Mais il y a quand même pas mal d'étudiants qui voient cela un peu comme une provocation ou qui s'angoissent en se disant mais si elle est la première, il y en aura d'autres et ça peut nous faire vraiment concurrence. Là, c'est vraiment la première femme à soutenir une thèse de droit? Alors, c'est pas la première femme à soutenir, il y en a une mais c'était une une russe et elle a eu sa thèse, elle est repartie, elle est repartie dans son pays. Donc de toute façon, c'est la première française à soutenir sa thèse. L'autre, c'était 2 ans auparavant. Donc cette première soutenance est un peu agitée. Oui, un peu agitée. Donc il y a des garçons qui commencent à faire un charivari, à chanter la Marseillaise, faire beaucoup de bruit pour l'empêcher de parler et surtout pour que la thèse soit la soutenance de thèse soit interrompue. Et on s'aperçoit que la presse s'en mêle également. Ça devient une affaire oui, c'est intéressant pour les gens, une pionnière comme ça, une femme. Alors, c'est bien vu par certains, très mal vu par d'autres, qui pensent qu'elle ferait mieux de s'occuper de ses enfants ou de rester au foyer. Et comme disait Wolf, bien de faire une bonne blanquette. Alors, c'est Albert Bataille dans le Figaro. Vous citez la phrase en exergue. Mademoiselle Chauvin est-elle seulement capable de réussir une bonne blanquette? Voilà, oui, c'est Bataille. Alors, une bonne blanquette, on ne sait pas, mais en revanche, elle réussit une bonne thèse. Enfin, la première soutenance est interrompue, je crois. Alors, cette première soutenance est interrompue, donc vous vous rendez compte, elle s'était préparée, là c'est terrible, parce que quand on remet sine die, parce qu'il ne fallait surtout pas dire quel jour, parce que pour ne pas refaire le même charivari, donc la date est tenue secrète, en fait c'est quelques jours plus tard, cette fois ça se passe très bien, enfin ça se passe sans brouhaha. Elle doit batailler quand même parce qu'on lui donne quelques arguments qui sont un petit peu étonnants de nos jours. Elle arrive jusqu'au bout et elle va réussir. Elle aura les 4
boule blanche signifie qu'elle est reçue à l'unanimité. Donc après avoir obtenu ce titre de docteur en droit, la route va être encore longue avant de pouvoir prêter serment et devenir avocat. Qu'est-ce qu'elle fait en attendant ? Alors, elle y va vraiment avec précaution parce qu'elle sait que ça peut être long et surtout que toute seule, elle ne peut sûrement pas y arriver. Son frère va être élu député de deuxième circonscription de Meaux en 1898. Ouais. Radical socialiste, il a de bons appuis au gouvernement, donc il va pouvoir l'aider. Alors, dans un premier temps, elle va enseigner. Elle va enseigner dans des lycées de jeunes filles et elle va enseigner le droit, enfin du moins quelques notions utiles de droit pour les jeunes filles. Et également, elle va se mettre à rédiger un énorme pavé de 400 pages sur justement le droit pour enseigner le droit dans les lycées. D'ailleurs, ce sera un ouvrage de référence. Et donc, elle travaille tout le temps, elle n'arrête jamais. Elle donne des conférences aussi, mais elle a quand même quelque part dans la tête ce projet. Elle va aussi, puisqu'elle peut donner des conseils, elle va ouvrir un cabinet donc, de conseils. Comme ça, elle peut gagner sa vie déjà. De conseils juridiques. Oui, elle peut gagner sa vie. Elle habite à Paris. Enfin, la famille est venue. Alors bien sûr, ils habitaient dans un petit appartement. Maintenant que Émile gagne sa vie, elle aussi, il déménage dans un rez-de-chaussée, Villa Médicis, ça s'appelle, donc, dans le 5e arrondissement. Et je suis allée voir, ça existe toujours, donc j'ai pu vraiment me rendre compte des lieux. Voilà. Vous vous êtes servi d'ailleurs à propos de ça, quelle source avez-vous trouvé sur le sujet ? Il y a beaucoup de choses ? On parlait beaucoup d'elle dans les journaux d'époque, tous les journaux, et il y avait une presse énorme, vous savez, des journaux, il y en avait des tonnes, et on parlait beaucoup de Jeanne Chauvin, alors on parlait en bien ou en mal, mais elle a défrayé la chronique à un moment Avant même d'être avocate. Oui, avant même d'être avocate, déjà, le fait d'être doctoresse en droit, déjà, au moment où on la prend en photo, où elle devient, en fait, la seule véritable photo que l'on ait d'elle, la bonne photo, là où elle est en robe d'avocat, donc la photo qui est sur la couverture du livre, à partir de ce moment-là, on va parler d'elle. Et puis, on parlera d'elle surtout quand elle va vouloir devenir avocate. Donc, beaucoup de sources, la presse de l'époque, également des correspondances peut-être ou... Non, très peu. Non. Par contre, moi, j'ai enquêté sur sa famille. Bien sûr, je suis allée voir à Jargeau et surtout à Boès, ce petit village d'où la mère de Jeanne est originaire. Voilà, sur sa vie privée, j'ai enquêté comme ça, mais également sur son frère, mais c'est dans la presse que j'ai trouvé. Principalement la presse. Alors, parallèlement à ça, elle s'engage également dans le combat féministe de cette fin du 19e siècle, et en participant à un groupe d'action qui porte un nom un peu curieux, j'ai essayé de comprendre ce qu'il voulait dire, l'Avant-Courrière. L'Avant-Courrière, Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est que l'Avant-Courrière ? Eh bien, c'est une association qui a été créée par une libre penseuse d'origine anglaise, Jeanne Schmal, et qui, en fait, s'est créée, elle a deux buts. C'est simplement toujours la même chose, c'est l'équité. Alors, elle voudrait premièrement, que les femmes puissent témoigner dans des actes civils, parce que jusqu'à ce jour, il fallait même aller chercher un homme qui ne savait pas signer, qui signait d'une croix. La femme ne pouvait pas signer, ce n'était pas normal. Deuxième chose qui sera plus long à obtenir, bien sûr, c'est que les épouses, que les femmes mariées puissent disposer de leur salaire. Et les femmes mariées, on s'arrête. Et elle pourra obtenir ces deux... Mais ça va être un combat de quelques années. Alors, ces femmes qui font partie de l'Avant-Courrière se réunissent. Qu'est-ce que ça veut dire, l'Avant-Courrière ? Je pense que quelque part, il y avait un sigle avec un soleil. Je pense qu'elle court avant.
Hein, c'est ça, je pense qu'elles sont les premières, elles courent précurseurs. Devant. Oui, voilà. Et donc c'est un groupe unique composé de femmes. Qu'est-ce qu'elles font exactement? Des actions choc ou... Ah non, pas du tout. Non. Elles écrivent. Jeanne écrit, voilà, et puis elle écrit aussi dans différents journaux. Elles se réunissent, elles ont des projets, et puis elle va déposer un projet de loi, justement, Jeanne, l'avant-courrière. Le groupe va déposer un projet de loi qui va donc être accepté, justement, ce fameux... les deux choses vont finir par être acceptées. Parce que finalement, quel est le véritable problème pour qu'elle ne puisse pas être avocate? Est-ce que c'est interdit ou est-ce que ce n'est pas autorisé spécifiquement? Quel est le problème en réalité? Oui, alors le gros problème, c'est qu'en fait, les femmes n'ont pas les droits civiques. Bon, c'est là où le point de... Alors, la loi ne dit pas que les femmes ne peuvent pas devenir avocates, mais elle ne dit pas non plus que les femmes peuvent être avocates. Donc, il y a ce problème de droit civique. Donc, il va falloir modifier la loi pour que les femmes puissent, sans les droits civiques, quand même, devenir avocate. Parce que c'est ce qu'elle plaide en disant, moi j'ai mon doctorat, donc a priori... Et même avec la licence, elle aurait pu, simplement, la loi ne permet pas. Alors, Jeanne s'insurge, elle dit, mais pourquoi nous laisser passer nos examens, puisqu'après on ne peut pas s'en servir? Alors, est-ce que c'est pour mettre le diplôme au-dessus de la cheminée, pour le bon plaisir de nos amis, voyez, ou la joie de nos parents? Donc, voyez, donc elle est interviewée assez souvent, donc tout ça, ça permet aussi de faire avancer les idées. La presse permet de faire avancer les idées. Alors, pour elle devenir avocate, donc c'est une ambition personnelle. Enfin, elle veut vraiment y arriver parce qu'elle estime que c'est un droit, voire un dû. Mais elle présente ça également comme un devoir. Oui, parce qu'elle s'est mise complètement dans sa cause. Elle estime maintenant qu'elle est une sorte d'étendard, et en plus elle est convaincue qu'elle va y arriver. Elle est convaincue, parce qu'il y a des gens qui se forment qui se groupent autour d'elle, dont Louis Franck, l'avocat belge qui avait aidé Marie Popelin. Enfin là, Marie Popelin, elle avait échoué en Belgique. Elle était doctoresse en droit en Belgique, mais elle n'avait pas pu devenir avocate. Pour les mêmes raisons Pour les mêmes raisons, et aussi, surtout, parce qu'on lui avait opposé que ce n'était pas le rôle d'une femme qui devait donc se cantonner au rôle de mère et d'épouse. Alors, ces difficultés, pour prêter serment, ça s'accumule, et donc il y a ce problème des droits civiques, mais il y a aussi d'autres arguments qui sont avancés par les hommes, notamment l'argument de la séduction, qui est assez étonnant. Oui, ils ont peur, hein. Donc ils ont peur effectivement qu'une femme fasse pencher la balance simplement d'un battement de cils, simplement par séduction, effectivement. Mais c'est surtout... ils ont peur parce qu'ils savent que les femmes sont très studieuses et qu'elles peuvent effectivement... Il peut y avoir beaucoup d'autres Jeanne Chauvin qui la suivent. Alors, finalement, elle va y arriver, mais il faut que la loi soit modifiée. Alors, comment se passe ce combat législatif? Alors, justement, son frère va avoir de bons appuis. René Viviani va recevoir Jeanne, lui promet de l'aider. René Viviani, qui est député? Oui, et puis d'autres encore, Poincaré, etc. Il y a tout un groupe d'hommes qui vont la soutenir et qui, en plus, la presse aidant, le fait que c'est quand même une femme qui est très intelligente, qui a droit normalement à pouvoir prétendre à... Donc il va y avoir déjà une première tentative qui va donc échouer puisqu'elle va être déboutée, et ensuite il faut attendre que la loi soit changée. Qu'elle va être déboutée, c'est-à-dire qu'elle va, elle va à la prestation de serment, tous ses confrères. Voilà, et puis elle demande aussi à prêter serment, et on lui dit que c'est pas possible. Donc elle est déboutée. Bon, et elle ne se décourage pas. Maintenant, elle est vraiment complètement dans l'action, n'est-ce pas? Et elle se décourage pas, et elle va jusqu'au bout, donc aidée si elle avait été toute seule, elle n'aurait pas réussi, bien évidemment.
Donc aidée par son frère. Oui, alors dans un premier temps, la loi va passer à l'Assemblée, et puis plus tard au Sénat, un an plus tard, alors en 1899. Il faudra attendre un an encore, à partir du moment où la loi va être promulguée, un moment où la loi va être votée au Sénat, pour qu'elle soit promulguée en 1900. Vous voyez, donc c'est long. Donc on arrive en décembre 1900. Oui. Et elle avait commencé tous ses combats plusieurs années plus tôt. Et donc là, elle peut enfin prêter serment. Elle peut prêter serment. Mais c'est pas la première femme. Et non, elle va prêter serment le 19 décembre. Mais il y a une autre femme qui est une franco-russe, Olga Petit. Celle dont vous parliez tout à l'heure. Non, une autre. L'autre, elle était repartie dans son pays. Celle-ci, Olga Petit Balechowski, je ne me rappelle plus exactement le nom, je ne pourrais pas vous le prononcer. Olga Petit. Son mari la pousse pour que le nom reste son nom reste dans les annales, pour qu'elle soit la première femme avocat. Mais en fait, elle n'a jamais plaidé, cette femme. Elle a été juste là pour faire plaisir, et plaisir aussi à tous ceux qui avaient lutté contre Jeanne et qui sont bien contents de faire passer une autre devant elle, et que ce soit ce nom-là qui reste à la postérité. Mais comme Jeanne sera la première femme à plaider, c'est son nom qui va rester dans la postérité. Donc effectivement, première femme à plaider. Comment se déroule son premier procès? Quel est le... Alors, c'est son frère qui est en train de... son frère prépare la défense. Il y avait beaucoup d'accidents de chemin de fer à l'époque. D'ailleurs, son frère avait été victime d'un accident aussi de chemin de fer. Donc, encore un accident de chemin de fer, et c'est l'aiguilleur Fex qu'il va défendre. Alors, bien sûr, Jeanne regarde un petit peu les dossiers avec lui, travaille en même temps. Et au moment de plaider, Émile dit, écoutez, je passe la parole à ma sœur, Jeanne Chauvin. Et alors là, donc stupéfaction, c'est Jeanne qui va plaider l'affaire. Donc en janvier 1901, et un mois plus tard, elle plaidera son propre procès. C'est-à-dire qu'elle ouvre son cabinet vraiment, ou elle s'associe avec son frère? Ah non, elle a son propre cabinet, son frère a ses propres affaires, mais là, pour cette première fois, il lui avait, Est-ce qu'elle le gagne, ce premier procès avec son frère, il est gagné? Oui, et puis le deuxième qui sera à Château-Thierry, là où siège le bon juge, donc le juge Magnot, qu'on appelle le bon juge, parce qu'il a beaucoup d'empathie envers les miséreux. Et donc, elle est très très bien accueillie à Château-Thierry, et là aussi, ça se passera très bien. Mais comment elle trouve sa clientèle? Moi, je pense que c'est les gens qui viennent la chercher, souvent. Oui, c'est les gens qui viennent. Parce qu'elle a quand même déjà une réputation. Oui, puis elle donne des conseils depuis déjà un certain temps. Et puis des femmes, mais pas que des femmes. Alors justement, à propos de femmes, il y a un procès assez cocasse qui est un litige commercial entre deux femmes pour une histoire de corset ou de soutien-gorge, enfin je ne sais pas comment... Voilà, les corsets qui étaient les ancêtres des soutiens-gorge, là, des porte-poitrines, etc. Oui, alors c'est un procès en appel sa cliente, c'est Madame Fillebois qui, en fait, avait fait une invention, mais elle n'avait pas déposé de brevet. C'est une certaine Madame Cadol qui a déposé le brevet de son invention. Et elle voudrait, mais elle ne va pas réussir de toute façon, parce que Jeanne va plaider contre un avocat aguerri, maître à l'art, qui va complètement gagner la... De toute façon, c'était en appel, elle avait perdu déjà en premier. Et alors, quel type d'avocat est-elle? Parce que déjà, elle se spécialise plutôt en droit civil, en droit commercial. Elle ne fait pas de pénal, ça, non, elle n'aime pas le pénal. On en reparlera. Oui. Mais quel type d'avocate est-elle? Est-ce que c'est une bonne avocate déjà? Oui, c'est une bonne avocate parce qu'elle croit vraiment. Alors, elle dit d'ailleurs qu'elle choisit ses clients. Elle veut être absolument convaincue de leur bonne foi. Elle ne veut pas plaider quelque chose, mentir en fait. Donc, elle est toujours très vraie dans ses plaidoiries. Elle y met tout son cœur, et c'est pour ça d'ailleurs qu'elle ne veut pas aussi défendre des scélérats.
D'accord. Donc elle se cantonne plutôt au droit, oui, au droit civil. Oui, elle dit que c'est très intéressant, qu'il y a plein de choses très variées, ça lui plaît beaucoup. Alors quel type d'affaires défend-elle, puisqu'elle ne défend pas de scélérats, comme vous dites? Oui, un petit peu toutes les affaires civiles courantes, des divorces par exemple. Voilà, elle va par exemple plaider pour une femme qui a tenté de tuer son mari dans un premier temps. Oui. Qui avait fait un petit peu de prison, mais en fait avait été acquittée. Souvent, c'était comme ça d'ailleurs. Les crimes passionnels, les femmes s'en tiraient pas trop mal. Mm-hmm. Et là, cette femme voudrait obtenir la garde de sa fille, de sa petite Henriette. Et son mari habite très loin. Il voyage toujours à l'étranger. Et donc ça pose un problème. On ne prend pas l'avion à l'époque comme ça pour aller à l'autre bout du monde. Voilà, donc elle va défendre cette femme. Elle va obtenir le fait qu'il peut voir sa fille 3 mois par an et après elle replaidera de nouveau parce que il y a le choléra autour du Nil et donc la petite fille ne peut pas aller chez son père cette année-là. Enfin, vous voyez, des choses comme ça par exemple. Elle défend des grévistes également ? Des grévistes, puisque son deuxième procès là, c'était un ouvrier gréviste donc à Château-Thierry, et elle a gagné son procès. Qui était accusé de quoi ? Qui était accusé comme d'avoir enfreint la loi et donc. Alors, on va parler un peu de sa famille, de sa vie personnelle. On a l'impression, moi c'est ce que j'ai ressenti à la lecture de votre livre. Il y a 2 choses, c'est elle sacrifie totalement sa vie personnelle à sa vie professionnelle, mais également il y a quand même l'influence de sa mère. On sent que sa mère veut pas la laisser partir. Oui, c'est-à-dire que sa mère croit vraiment beaucoup en elle, effectivement. Elle a un parcours exceptionnel. Donc sa mère pense que sa vocation n'est pas d'être une épouse et une mère. Et je pense aussi peut-être que sa mère a un mauvais souvenir, un souvenir terrible d'avoir perdu une petite fille à 9 ans. Et sans doute elle veut épargner aussi sa fille de malheurs comme cela. Donc elle dit, après tout, peut-être que si elle est heureuse comme ça dans sa profession... Oui, mais est-ce qu'elle était vraiment heureuse dans sa vie personnelle ? Ça, on ne le sait pas. Oui, moi je pense que les gens qui l'ont côtoyée, par exemple, puisqu'elle faisait beaucoup de peinture, faisait aussi de la lithographie, les gens qui l'ont côtoyée disaient qu'elle avait l'air heureuse, joyeuse, en tout cas une femme charmante. Alors, est-ce que ça veut dire également, sa mère disait, en gros, est-ce que pour être une femme libre à cette époque, il fallait être célibataire et riche peut-être aussi ? Voilà, oui, sûrement. Alors qu'au départ, effectivement, Jeanne n'avait pas de dot, puisque la mère a tout utilisé, tous les fonds pour pouvoir permettre aux 2 enfants de faire des études. Elle n'avait pas de dot et voilà, peut-être si elle avait eu une dot. Mais je pense que si elle s'était mariée, elle n'aurait pas pu mener tous ces combats. Elle n'aurait peut-être pas pu être aussi indépendante qu'elle l'a été, parce que les premières femmes avocates sont souvent des femmes qui aident leur mari avocat. C'est ce qu'on voit dans un premier temps. Après, il y en a quelques-unes qui vont, bien sûr, mener leur carrière seules, mais au départ, restent cantonnées avec leur mari. Alors, et son frère, lui, est avocat, député radical socialiste, et il est franc-maçon également. Et il va être mêlé à une affaire un petit Voilà, petit une peu affaire louche. en fait qu'on ne connaît pas. Je regardais justement sur Google pour voir. Pas un mot sur cette affaire. Je l'ai découverte parce que je me demandais mais pourquoi, alors qu'il a une si brillante carrière, qu'il est promis à un avenir extraordinaire, pourquoi il s'arrête en route tout d'un coup en 1909 et qu'il va être professeur de droit pourquoi ? Alors, tout simplement parce que il a, en tant que franc-maçon, il a connu quelqu'un d'autre, un frère, et ce frère qui se trouve être un escroc. Alors c'est curieux parce qu'il y a une petite ressemblance. Un frère maçon. Un frère maçon. Alors ce frère maçon, en fait, c'est curieux parce qu'il y a une petite ressemblance avec l'affaire Dreyfus qui est toute proche là, parce qu'il est juif. Et qu'il est également capitaine. Il est dans l'armée.
Oui, alors tout ça, les gens de la presse se mobilisent vraiment et c'est effectivement cet escroc avait monté toute une sorte de société avec plusieurs personnes qui rabattaient des clients et il faisait du chantage, il extorquait des fonds. Et c'était souvent pour avoir des grâces, par exemple ne pas faire de service militaire, avoir une médaille, être promu. Vous voyez, donc c'était ce malheureux Chauvin qui était franc-maçon à un moment donné a effectivement dit quelque chose pour faire avancer le Marix, mais simplement parce que le général Peigné lui avait recommandé ce Marix. Donc il n'a pas vraiment fait quelque chose d'absolument abominable, mais le fait d'être cité, d'être comme ça roulé dans la boue dans les journaux, c'était fini pour lui. Il ne pouvait pas donc continuer. Il démissionne de son mandat de député. Et il va demander un poste de professeur donc en Afrique du Nord. À Alger. Alors la première guerre mondiale arrive. 1914, donc là, ça va changer la donne pour la profession, parce que beaucoup d'avocats hommes sont partis au front, donc il y a une pénurie d'avocats. Oui, puis il y en a beaucoup qui meurent au front aussi. Donc elle va être obligée de faire quelque chose qu'elle ne voulait pas faire, c'est-à-dire faire du pénal. Elle va être l'avocat ce qu'on appelle un apache, vous savez, un jeune qui est voyou de l'époque. Et la racaille de l'époque. La racaille, voilà. Et bon, elle va, de toute façon, il va quand même aller en prison. Elle va essayer simplement de faire en sorte qu'il ait le moins de prison possible. Mais alors justement, quel biais elle prend? Parce qu'on a l'impression qu'elle prend plutôt un biais social pour le défendre. Oui, parce que d'abord c'est un jeune, vraiment, et elle espère simplement qu'il va s'amender, donc la prison va le remettre sur le droit chemin. Donc c'est ce qu'elle pense, puisqu'à l'époque, effectivement, la prison pouvait remettre sur le droit chemin. Mais aussi, en plus, c'est ironie du sort, cette prison va aussi faire en sorte qu'il n'aille pas au front. Donc ça va peut-être lui sauver la vie. Vous voyez, c'est quand même, et ça ne le fait pas exprès, c'est simplement, voilà. D'ailleurs, à propos de prison, c'est encore une époque où il y a la peine de mort. Oui. On connaît son avis sur la peine de mort? Oui, alors, non, elle est contre la peine de mort. En fait, elle est surtout contre la peine de mort, voilà, parce qu'elle estime que le bagne est mieux. Le bagne, vraiment, elle est tout à fait favorable au bagne parce que là, elle pense que c'est une vraie punition et que, voilà. Donc, c'est son avis et son avis. Donc à la lumière de l'époque. Oui, bien évidemment. Oui, parce que c'est une femme. Est-ce que politiquement parlant, on peut la qualifier? Je pense que comme son frère était radical socialiste, je pense qu'elle était sûrement, influente. Je pense qu'elle partageait sûrement les idées de son frère. Cela dit, c'est une bourgeoise dans l'âme et elle est respectueuse des codes, des règles. Et puis de la bienséance. C'est pas une révolutionnaire. Non, c'est pas une révolutionnaire. Et elle continue de militer à l'Avant-Courrière? Non, après, quand l'Avant-Courrière. Non, elle va quand même. Est-ce qu'elle continue son combat? Non, elle va en fait être dans un autre combat. Enfin, de temps en temps, elle va participer à des réunions féministes aussi. Ce qu'elle voudrait, c'est que les femmes puissent avoir un jour le droit de vote. Voilà. Et puis, elle croit, avant la guerre de 14, elle croit que le progrès va rendre les gens très très heureux et que tous seront frères, etc. Donc ça, c'est avant la guerre de 14. Alors justement, est-ce qu'après la guerre, donc pénurie d'avocats pendant la guerre, beaucoup d'avocats effectivement meurent au front, donc est-ce qu'après la guerre, la condition des femmes dans cette profession va vraiment changer? Est-ce qu'il va y avoir une explosion de vocations? Quelle est la situation? Oui, ça va aller assez vite quand même, parce que quand il y a le jubilé en 1926, elle va se rendre compte qu'en fait, il y a énormément de femmes avocates et puis même des femmes qui commencent à avoir des postes importants. Elle est très heureuse de se voir. D'ailleurs, c'est ce qu'elle voulait. Elle voulait planter plein de petites graines. Donc voilà, elle voit déjà une forêt qui arrive, une forêt d'avocates. Elle est très heureuse donc, de ce...
Alors une dernière question, Michel Assas. Nous l'avons vu, donc Jeanne Chauvin a défendu toute sa vie la cause, enfin les droits des femmes. D'après vous, qui la connaissez, qu'est-ce qu'elle penserait de nos néo-féministes d'aujourd'hui ? Je pense qu'elle aurait un regard très critique. Parce que ça n'a rien à voir. Il y avait effectivement des choses à changer. Il fallait obtenir l'équité. L'équité, nous l'avons depuis longtemps. Donc, elle voulait que les femmes puissent exercer les mêmes métiers que les hommes si elles en étaient capables. Donc, si elles passaient un diplôme, qu'elles puissent... Vous voyez, c'était des choses simples. Avoir un droit de vote, des choses simples. Mais l'équité, bon sens, mais elle était loin, vous voyez. Ce n'était pas du tout une virago, c'était une femme modeste, comme je vous le disais, très charmante et simplement très courageuse et aimant passionnément son métier. Eh bien, merci. Donc, je renvoie nos téléspectateurs à Jeanne Chauvin, pionnière des avocates. Alors, c'est une biographie. Il y a un petit côté romancé également, voilà, tout à fait. Qui permet de rendre vraiment vivant et attachante la personne de Jeanne Chauvin. Oui, parce que le côté sentimental, vous voyez, la discrétion faisait qu'elle ne disait rien sur sa vie privée. Sur sa vie privée. Donc Jeanne Chauvin, pionnière des avocates, avec une préface de Marie-Aimée Perron, qui est ancien bâtonnier du barreau de Paris. Et c'est paru aux éditions Ramsay. Merci. Merci Guillaume. Donc avant de nous quitter, une exposition à vous conseiller. Elle se tient à l'Historial de la Vendée, au Luc sur Boulogne, et est consacrée à ce géant de la liberté que fut Alexandre Solzhenitsyn. En 1973, avec l'archipel du Goulag, sorti clandestinement d'Union soviétique, l'écrivain russe devenait le grand opposant à la dictature communiste. 136 objets prêtés par des musées et des particuliers aident à mieux comprendre comment Solzhenitsyn a écrit son livre, malgré l'obligation de se cacher, comment ensuite un véritable réseau d'invisibles a permis sa publication, parfois au péril de leur vie. Des extraits de films, des interviews de spécialistes, des lectures par des comédiens donnent également à appréhender au plus près l'homme et l'œuvre indissociables. Réalisé en partenariat avec le Centre culturel Alexandre Solzhenitsyn à Paris et la famille de l'écrivain, notamment son fils, le musicien Ignat Solzhenitsyn, l'exposition a été privée de certains prêts russes du fait de la guerre contre l'Ukraine, mais les organisateurs, sous la houlette de Stéphane Courtois, son commissaire scientifique, ont tiré le meilleur profit des pièces présentes. Vous pouvez découvrir tout cela jusqu'au 9 juin. C'était Passé Présent, l'émission historique de TVL, présentée en partenariat avec la revue d'histoire européenne. Vous allez maintenant retrouver Christopher Lann et la petite histoire, mais avant, n'oubliez pas de cliquer sur le pouce levé sous la vidéo et de vous abonner à notre chaîne YouTube. Merci et à bientôt. Quand on pense à la bataille de Normandie en 1944, on pense d'abord à... ou encore... et même à... Quoi ? Mais à ça, on y pense rarement. Et pourtant, c'est bien là l'envers du décor, à supposer qu'il y ait encore un décor. Vous le savez, dans la nuit du 5 au 6 juin 1944, les Américains déclenchent l'opération Overlord. En 6 jours sont débarqués 620 000 soldats, 95 000 véhicules et 220 000 tonnes de matériel. Ah ouais, quand même. Contrairement à ce qu'on a souvent dit, la bataille de Normandie ne fut pas pour les Yankees une petite promenade de santé. Face à eux, une farouche résistance allemande qui induit une progression lente. Et pour aller plus vite, selon la doctrine de l'époque, il faut intensifier les bombardements, encager le champ de bataille selon l'expression de l'historien Eddie Florentin. D'après les Américains, il fallait créer des roadblocks à chaque grand carrefour situé en plein cœur des villes pour ralentir l'arrivée des renforts allemands. Et que trouve-t-on sur ces roadblocks ? Des grands carrefours. Où sont situés les grands carrefours ? Dans les villes. Et que trouve-t-on dans les villes ?
des civils. Sauf que pour les Alliés, et surtout pour les Américains, la France est un pays occupé et donc un territoire ennemi. Donc vous imaginez bien, on s'embarrasse peu des civils. Ainsi, du 5 juin jusqu'à la fin de la bataille de Normandie, fin août, des millions de bombes vont être déversées avec des conséquences dramatiques pour les habitants. Pour ne rien arranger, le jour du débarquement, les avions américains, gênés par les nuages et surtout de peur de bombarder leurs propres hommes, ne bombardent pas la ligne de côte mais les fermes environnantes, dans le plus grand des calmes. Les civils sont donc les principales cibles de cette stratégie de bourrin à l'anglo-saxonne. J'ai toujours dit que c'était des bourrins, toujours. C'est la ville de Caen qui va subir le bombardement le plus intense et le plus meurtrier. Du 6 juin au 19 juillet, les bombardements alliés font plus de 3000 victimes, 15 000 même selon certains, soit plus de 3,5% de la population. Le Havre est la deuxième grande cité martyre de cette guerre, avec des bombardements du 5 au 11 septembre qui font plus de 2000 victimes. Et les bombardements ne visent pas que les grandes villes. Dans le petit village d'Evrecy, près de Caen, 130 habitants sont tués sur les 400 du village, soit un tiers de la population. En tout, la Basse-Normandie enregistre dans ces 3 départements plus de 14 000 morts. 8 000 dans le Calvados, 4 000 dans la Manche et 2 000 dans l'Orne. En Haute-Normandie, surtout au Havre, à Évreux et à Rouen, on enregistre plus de 5 000 morts, soit au total pour toute la Normandie, plus de 20 000 tués sous les bombes alliées. Sans compter les blessés. C'est un chiffre énorme comparé aux 37 000 soldats alliés et aux 80 000 soldats allemands qui ont été tués durant cette bataille. Vous vous en doutez bien, les victimes sont majoritairement des citadins car les villes sont visées par les bombes, mais pas que, on trouve également des paysans car en plus de ces bombardements, les avions alliés mitraillent les routes. À Train, le 12 juin, le docteur Fouassier est tué sur la route alors qu'il allait visiter un malade. De même pour le conseiller général Longuet des 10 guerres, fauché alors qu'il transportait des réfugiés. Ah ça c'est la frappe chirurgicale à l'américaine, hein. On l'a vu en Irak d'ailleurs. Dans les villes, c'est l'apocalypse. Écoutez ce témoignage de René Streff, maître d'internat au lycée Malherbe de Caen. Des cris, des râles sortent de dessous les décombres. À l'hospice Saint-Jean, une jeune fille est vivante sous une énorme pierre que nous n'arrivons pas à soulever. Le corps d'une autre jeune femme, affreusement mutilée, gît sur le pavé, les jambes coupées et la tête arrachée. Un peu plus loin, c'est une petite fille blonde qui frappe notre attention. Inerte, les bras en croix, son tronc a été sectionné en deux par un éclat. Une mare de sang baigne ses cheveux. Conformément à la stratégie américaine, qui fut également celle des Anglais et de Churchill, comme du maréchal Arthur Harris, surnommé Butcher Harris, Harris le boucher, on cherche à raser des zones entières pour pulvériser l'ennemi sous un déluge de feu. Des villes entières sont rasées sous les bombes. Saint-Lô à 77%, Falaise à 76%, Le Havre 86%. En 18 jours, 600 000 obus s'abattent sur la ville de Caen qui est détruite à 75%. Dans ce chaos plane, selon les mots de Christophe Beauduf, enivrante et horrible, l'odeur inoubliable de la mort, la senteur fade du charnier et des chairs brûlées qui, par endroits, s'accrocha pendant plusieurs mois aux ruines de Caen. Pour lui, incontestablement, le marteau allié est bien plus destructeur que l'enclume allemand. Pour l'historien Henri Amouroux, l'aviation alliée, sauvagement, a ravagé, incendié et tué. Tué des hommes, des femmes, des enfants, dont souvent on ne retrouve que des lambeaux impossibles à identifier. Il existe également des corps que nul ne réclame, soit parce que la famille tout entière a péri, soit encore parce que les survivants ont fui aussi loin qu'ils pouvaient fuir. Joyeux aujourd'hui. En parallèle de cette tragédie, on assiste à un exil massif des citadins, accueillis par dizaines dans les campagnes par les paysans. Vient donc le moment de s'interroger sur la nécessité d'une telle boucherie. Aujourd'hui encore, la stratégie alliée de bombardement intensif soulève de nombreuses questions, la plus grave étant, y a-t-il eu une intention homicide? Officiellement, non.
D'ailleurs, le 6 juin 1944, des avions alliés déversent sur les zones ciblées des milliers de tracts signés d'Eisenhower où on peut lire « N'encombrez pas les routes, dispersez-vous dans la campagne autant que possible, partez sur le champ, vous n'avez pas une minute à perdre ». Là, c'est quand même différent des bombardements de terreur qui étaient imposés au peuple allemand, par exemple. Le 12 octobre 1942, déjà, une directive de la RAF précise que toute attaque en territoire neutre et ennemi doit être conduite avec le souci raisonnable d'éviter les pertes civiles indues. Sauf que dans l'esprit des Alliés, comme on l'a dit, la Normandie est considérée comme un territoire occupé et donc comme un territoire ennemi, d'autant que les Alliés se méfient des Français et particulièrement des Normands. Donc certes, il n'y a pas d'intention homicide officielle, mais il convient de s'interroger tout de même sur la nécessité et la pertinence de cette stratégie. Par exemple, pour Max Hastings, le bombardement de Caen est l'une des attaques les plus futiles de la guerre. Tout comme Le Havre d'ailleurs. Alors certes, ce sont des axes routiers importants, mais de l'aveu même des Allemands, ces bombardements ont gêné leur mouvement, mais sans les empêcher. Et bon, ça c'est l'esprit américain, ça ralentit, on bourrine. Faudrait peut-être vous interroger aussi, si ça ralentit, c'est peut-être pas qu'il faut bombarder à tour de bras, c'est peut-être juste que vos soldats sont nuls. Faut creuser là-dessus, à mon avis. En 97, l'université de Caen a d'ailleurs publié un document dans lequel elle s'interroge sur la nécessité et la finalité d'une opération au coût matériel et humain si lourd. Écoutez ce témoignage d'un témoin, oui c'est un témoin qui témoigne, cité par Christophe Bauduf. Au moins les civils allemands bombardés pouvaient-ils, lorsqu'ils survivaient, comprendre qu'il s'agissait là de faits de guerre perpétrés par une armée hostile. Eux pouvaient trouver un bouc émissaire à leur malheur et tourner leur poing vers le ciel en criant leur rancœur ou leur haine. Nous autres, Normands, n'avions même plus le ciel contre qui nous tourner. Au final, de 40 à 45 sur la totalité du territoire français, 600 000 tonnes de bombes anglo-américaines ont été déversées, 70 000 Français tués, 90 000 bâtiments détruits. Ah, si c'est ça la libération, moi ça va, hein. Je préfère m'habituer à la choucroute. Hein. Plus sérieusement, bien sûr, on va pas regretter l'occupation allemande, bien entendu, mais bon, avec des alliés comme ça, on va pas bien loin. Puis d'ailleurs, on le voit, on n'a pas été bien loin. Merci à tous d'avoir suivi ce nouvel épisode de La Petite Histoire. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures, mais avant de vous quitter, j'aimerais vous informer d'une chose. Je sais que sur YouTube, c'est un peu la mode de faire des FAQ quand on a un certain nombre d'abonnés, pour que la personne qui fait sa vidéo puisse répondre aux téléspectateurs et interagir avec eux. Alors moi, j'ai pas envie de consacrer un épisode entier à faire une FAQ, ça n'aurait pas vraiment de sens sur TV Liberté. Ce que je me propose donc de faire, c'est, quand vous avez des remarques et que vous les publiez en commentaire de mes vidéos, de temps en temps, voire toutes les semaines si possible, quand il y a des questions pertinentes, moi j'en prends une et à la fin de chaque épisode, je traite une question, je réponds à une interrogation qu'on me fait, que ce soit sur la manière dont je travaille, sur les livres que j'utilise, les documents que j'utilise, ou même sur un sujet précis que j'aurais abordé dans l'émission. Voilà, donc n'hésitez pas, si vous avez des questions, à les poser dès maintenant, dans les commentaires de cette vidéo. Et à bientôt pour de nouvelles aventures.